Dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez. J'ai un petit délai là. Ah bah c'est bon, le son est bon. D'accord, très bien. Bon, allez, commençons. Il y a une petite tache sur l'image, mais on va essayer de l'enlever. Voilà. Il y a trop de soleil au Brésil, c'est le problème. Bon, j'arrête de me plaindre et je vous souhaite à tous d'avance une très belle année, de très belles fêtes. J'utilise un nouveau système, donc j'espère qu'il sera meilleur que l'ancien, que votre écoute en sera d'autant plus agréable. Je salue Emmanuel qui a fait des efforts pour être là, au moins pour le début. Bon, bah écoutez, on y va. Semaine intéressante. Moi, je pense que nous sommes dans des turbulences. Vous avez vu les, euh, les turbulences que j'ai éprouvées là pour installer le tripé là, le tripier là, le bidule Made in China là. C'est très symptomatique de la semaine qui vient de s'écouler. Nous avons des turbulences. Alors, les turbulences font peur, mais souvent, elles prouvent qu'on est en train de passer d'une zone à une autre, hein. On descend ou on monte, on gagne de l'altitude, on sort d'un endroit où on n'était pas bien, et on rentre dans un endroit où on sera mieux. Comme dans les avions, quand on passe de l'équateur, on change d'hémisphère, il y a souvent des turbulences. Eh bien, moi, je pense que nous passons par des turbulences. Il y en a deux. La première, elle a eu lieu en France, notamment le week-end dernier, avec la tuerie au centre kurde. Et des turbulences qui ouvrent les yeux et qui obligent les gens à sortir de leur zone de confort. Qu'est-ce que c'est qu'une turbulence? C'est tu es dans ta zone de confort et puis ça commence à bouger. Alors, on a beau te dire, mets la ceinture de sécurité, tu as beau te servir un petit whisky, ça secoue quand même. Et tu as peur. Mais parfois, certaines peurs sont libératrices. Je pense que les esclaves qui quittaient la plantation au XVIIe siècle au Mississippi ou en Martinique ou en Guyane, ils avaient la trouille, ils avaient peur de quitter la plantation la nuit et de rejoindre la forêt tropicale peuplée par les léopards, les tigres et les crocodiles. Ils avaient peur de se faire mal, de se trancher les bras, les membres sur les tranchées, sur les barbelés ou je ne sais quoi. Voilà, donc, mais le résultat final en valait la peine. Mais c'est la transition qui fait peur. Et là, je pense que nous sommes dans une transition. Je vais essayer d'illustrer mon propos par le cas français et le cas brésilien. Le cas français, vous avez eu la semaine dernière l'assassinat de plusieurs Kurdes à Paris par un tueur, isolé ou pas, raciste ou pas, à la limite. J'allais dire peu importe, parce que le mal est fait, hein, il a tué, des vies ont été perdues, et vous avez eu tout de suite, on dirait que quelqu'un secouait le cocotier, là. Vous avez, ou l'essaim, vous savez, l'essaim des abeilles, là, toute la gauche, la Macronie, l'establishment s'est mise à chanter en chœur le fait que l'assassin serait d'extrême droite. On nous a dit l'extrême droite tue directement. Directement. Vous avez eu une espèce d'extase, de transe, de tout ce que la France compte de bien-pensants et d'hypocrites. En général, les deux vont ensemble. Et vous avez eu là un flagrant délit c'est le flagrant délit de la manière avec laquelle nous sommes gouvernés. Les flics disent le flagrant délit. Il y a eu le flagrant délit de l'arrestation du tueur sur les lieux du crime, me dit-on, avec le revolver ou la carabine en cour chaude, le canon en cour chaude, mais on a eu ensuite le flagrant délit, impossible de ne pas le voir, de la manière avec laquelle nous sommes gouvernés. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés par des gens qui font de la propagande H24. Et le fait que ce type ait été blanc, soit blanc, européen, pour eux, c'est une bénédiction. Parce que ça leur a permis pour la première fois en 30 ans d'avoir un exemple qui valide leur propagande. C'est de dire que l'extrême droite tue. D'abord, de dire qu'il existe une extrême droite en France, ce qui est douteux. Il existe des partis de droite en France. L'extrême droite, il faudra les chercher. Et ensuite, que cette extrême droite tue. Là, leur enthousiasme, leur plaisir, leur jouissance, c'est presque sexuel comme jouissance, c'est malsain.
révèlent parlent plus d'eux que d'extrême droite. Ils ont besoin de l'extrême droite pour gouverner ce pays. Ils ont besoin d'une menace pour gouverner ce pays. C'est comme le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Il a eu besoin de Staline pour maintenir les budgets militaires très élevés aux États-Unis. Il faut savoir qu'après 1945, après Hiroshima et Nagasaki, il y a eu un débat aux États-Unis, au niveau de la présidence, dans les hautes sphères, entre faut-il maintenir le budget de la défense à un niveau stratosphérique alors qu'il n'y a plus de guerre, on a gagné la guerre, ou bien faut-il réduire le budget de la défense et reconvertir les ouvriers américains qui fabriquaient des tanks et des avions, et reconvertir en fabricants, en ouvriers d'automobiles, en paysans, en serveurs de restaurants ou en coiffeurs, je ne sais quoi. La décision a été prise de maintenir au maximum la production de défense, la production militaire. Et pour cela, on a menti aux gens, c'est-à-dire qu'on a augmenté, on a dramatisé la menace stalinienne. Le grand soir, la bombe nucléaire, le macartisme, c'était ça, c'était de dire, regardez, l'ennemi, il n'est pas à Moscou, il est à Los Angeles. Eh bien, nous, on est là-dedans en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'extrême droite pour maintenir les avantages du système. Avant, l'aristocratie et la royauté se maintenaient au pouvoir au nom de Dieu, et pour lutter contre les juifs ou les protestants, dans le cadre des Huguenots, rappelez-vous, les guerres de religion, ou lutter contre les Anglais, ou lutter contre le diable, quand l'Église donnait le blanc-seing à la monarchie, à l'aristocratie pour leur exemption des impôts et autres. Là, aujourd'hui, ces gens sont au pouvoir d'une manière ou d'une autre grâce au fantasme de l'extrême droite. Et là, ils se sont dévoilés. Ils auraient dû garder la retenue, ils auraient dû garder un peu de décence, ne pas fêter la mort de ces pauvres Kurdes. Ils les ont fêtés, ils se sont dévoilés. Donc la flagrance, le terme que je cherchais, la flagrance du mensonge, la flagrance du mensonge qui se traduit par l'indignation sélective. Quand Lola est morte, quand Lola est assassinée, découpée en morceaux, ces gens se taisent. Ils ne disent pas les immigrés tuent, non, ils se taisent. Vous avez la flagrance aussi du délit d'amalgame. Quand un immigré algérien, marocain ou sénégalais tue, on nous dit pas d'amalgame. Là, quand un Français de souche tue, on nous dit l'extrême droite tue. On a un délit aussi, une flagrance de l'imprudence. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les motivations de ce criminel. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tué, et apparemment avec l'arme à feu. Mais on ne connaît pas ses motivations. C'est à la justice de faire l'enquête et d'instruire le dossier. Sinon, on n'a pas besoin d'un tribunal. Si tout le monde sait tout sur tout, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tué. Ça, c'est sûr. Mais on ne sait pas pourquoi il a tué. Voilà. Donc, nous avons, première chose. Deuxième chose, vous avez tout de suite une explosion de violence. Une explosion de violence dans Paris avec les voitures renversées, la police qui recule. Il y a une scène extraordinaire d'un camion de police, d'une estafette de police qui fait marche arrière, poursuivi par des alors je ne sais pas, ce sont des Kurdes, des antifascistes, je ne sais pas. De toute façon, tout le monde est couvert de la tête aux pieds, on ne sait pas qui est qui. Ça me rappelle la grande pandémie, le grand voilement. On nous a mis des masques à tous pour nous rendre tous banalisés. Hein. Nous étions tous des moutons. Et bien là, tout le monde est masqué. On ne peut pas leur en vouloir d'être masqué. Parce qu'apparemment, le port du masque protège les plus fragiles. Voilà. Donc les antifas ou les Kurdes ou les racailles ont eu l'élégance, le geste de solidarité qu'il fallait, qu'ils en soient remerciés. Vous avez vu cette scène extraordinaire de la police française, donc de la République française qui recule en plein Paris. Et après, on va donner des leçons de démocratie aux Algériens ou de bonne gouvernance aux Maliens, aux Touaregs. Quelle honte! Mais il faut bien comprendre que cette scène-là, c'est la flagrance, c'est le flagrant délit, c'est la manifestation évidente de comment on est géré en France, de comment le pays est gouverné. Nous avons eu mal à notre France quand on a vu la police reculer, quand on a vu Paris, la place de la République, saccagée. Nous et les amis de la France, vous savez, il y a plein de Brésiliens ici qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'est-ce qui se passe à Paris, pourquoi Paris brûle, parce que Paris est aimé.
au-delà de la France. Hein. Paris est un bijou, c'est le bébé de l'humanité. Enfin, c'est le bébé qu'on soigne, c'est le bijou, c'est le joyau, c'est un patrimoine. Paris, Versailles, le Mont-Saint-Michel. Quand les gens voient des camps de migrants dans Paris ou des rats autour de la Tour Eiffel ou des voitures qui brûlent dans Paris, c'est une partie d'eux-mêmes qui est mise en cause parce que c'est leur imaginaire. Paris, la grande muraille de Chine, euh, encore en Cambodge, les pyramides d'Égypte. Si demain la Turquie bombardait les pyramides d'Égypte, évidemment, croyez-moi que les Brésiliens se sentiraient touchés parce que ce sont des lieux, c'est cette merveille du monde quand même. Voilà, donc les gens étaient touchés, mais pas le gouvernement français. Ne croyez pas que Darmanin ait perdu le sommeil. Ne croyez pas que M. Macron ait été peiné, outré, humilié de voir sa police, la police de la République, reculer devant des hordes sauvages. Non, ça fait partie du plan. Parce que le but de ces images, c'est quoi? C'est de démontrer à la bonne classe moyenne française que les temps sont durs, qu'il y a de la violence. Et donc, il faut se tenir à carreau pour retarder au maximum l'éclosion de la violence. Houellebecq le dit très bien, c'est dans Soumission, c'est un peu le mécanisme qu'il y a, c'est que les gens ont tellement peur de la violence qu'ils sont prêts à tout pour éviter le moment où la violence sera inévitable, où elle sera manifeste, où elle sera maximale. Ils acceptent un peu de violence du moment que ça reste limité à cantonné, confiné à la République, à la place de la République, confiné à l'espace temporel d'un samedi, à une crise kurdo, turco, extrême droite, voilà. Ils sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout. Les gens obéissent à celui qui leur dit voilà, voilà la menace. Si tu ne fais rien, tu ne demandes rien, tu ne poses pas trop de questions, la menace restera contrôlée. C'est comme si quelqu'un avait acheté un fauve, un lion, et l'avait enchaîné, installé dans votre jardin. Là, vous avez vos enfants. Imaginez, vous avez vos enfants dans la maison, dans un pavillon. Et quelqu'un, le maire de la ville, a mis un léopard ou un lion dans votre jardin. Il vous dit, écoutez, il est là, il est dangereux, vous le voyez, il est dangereux. Il peut dévorer votre enfant en une bouchée. Hein. Mais moi, Emmanuel Macron, Darmanin, Dupond-Moretti, moi, je le garde. Je m'engage à le garder enchaîné. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez déchaîner au sens de... Est-ce que vous allez vous jeter sur le lion, lui faire la peau ou le mettre dans un camion et le renvoyer au Kenya? Ou est-ce que vous allez obéir pour sauver vos enfants, pour maintenir le statu quo? Eh bien, la classe moyenne, elle obéit pour le moment. Elle cessera d'obéir le jour où elle ne pourra plus payer les factures. Mais tant qu'elle peut payer les factures, maintenir son statut social, se maintenir au-dessus des classes populaires qu'elle a tendance à mépriser, eh bien, elle va obéir au pouvoir macronien. Ces violences-là de la République sont du pain béni pour le pouvoir macronien. C'est un ciment pour rameuter autour de lui les classes moyennes. Ces classes moyennes, certaines d'entre elles, certains membres de ces classes moyennes votent Macron ils votent Macron par conviction, par fanatisme, et d'autres votent Macron par résignation, parce que c'est soit lui, soit le déluge. C'est ça le message. Soit moi, soit le déluge. Et là, le déluge, il est venu dans Paris. Il faut bien comprendre ça. Hein. Les seuls humiliés à la place de la République, c'est les policiers français. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il est bénéficiaire de ce show, de ce spectacle de la violence contrôlée. C'est le but aussi des racailles. Hein. C'est pourquoi les racailles sont dans les rues tout le temps. Pourquoi les racailles ne vont pas en tôle? Pas parce que les juges sont gentils, parce que le projet réel, c'est de maintenir tout le monde à carreau. C'est-à-dire que les racailles, elles montrent à la classe moyenne qu'il y a un danger social en France et qu'il vaut mieux laisser tourner le cannabis, accepter l'immigration telle qu'elle est pour pas que les banlieues s'enflamment. C'est le cercle vicieux de l'impunité. Hein, ça permet on dit aux gens, ne punissons pas trop les racailles, sinon nous aurons l'intifada comme en 2005 et le pays s'arrêtera, il n'y aura plus de tourisme. Voilà. Donc, on fait tourner on maintient la classe moyenne dans une zone de malaise, mais un malaise contrôlé. On dit voilà,
Ça se passe à Sarcelles, mais ça se passe quand même, c'est à Sarcelles, c'est pas à Abidjan, c'est pas à N'Djamena, ça se passe à Sarcelles. Ah, il y a des tueries à Marseille, bon, règlement de compte à Marseille. Marseille, c'est pas Damas, c'est à côté. C'est un ailleurs proche, ça permet de mettre de la pression sur les classes moyennes qui disent, écoutez, la situation est compliquée, on va maintenir le système tel qu'il est. Et la racaille permet de maintenir sous pression le peuple de souche et le peuple assimilé, parce que dedans, il y a aussi des immigrés assimilés, pour les maintenir sous la peur. Parce que quand tu as peur pour tes gosses, eh bien, tu ne fais pas la révolution. Voilà. Donc, la maltraitance, la flagrance, la manifestation de la maltraitance. C'est comme ça qu'on est gouverné. C'est comme ça qu'on est gouverné. Et je n'ai pas vu de déclaration, de discours de M. Darmanin, de monsieur, comment il s'appelle, de monsieur Darmanin, monsieur Macron, pour dire enquête de police, l'IGPN, qu'est-ce qui s'est passé. Non, pour eux, c'est le plan. Alors, je m'excuse, je vois que Jean-Louis a raison. On met les pinceaux dans le fuseau horaire. Hein, il est 17h58. Ah, j'avais dit qu'on allait commencer à 18h30. Décidément, je ne suis pas encore connecté. Enfin, ce fuseau horaire me joue des tours. Autant pour moi, les amis. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc, cet épisode-là des Kurdes aussi a montré que nous avons aujourd'hui un problème de souveraineté. Paris, la capitale de la France, est devenue. C'est une zone disputée. Tu as les services turcs d'un côté, tu as les Kurdes qui agissent, militants, politiques et tout ça. Tu as comment dirais-je, tu as les Marocains, tu as les Algériens, tu as les services américains, tu as les services turcs, j'en ai parlé, tu as les Égyptiens, tu as les Chinois. Attends, mais qui est aux commandes? C'est normal que Paris soit une ville cosmopolite, mais il n'est pas normal qu'elle soit le terrain de jeu de pays, de puissances étrangères qui s'entretuent. Enfin, tu as les loups gris qui sont intervenus apparemment, les loups gris, une milice turque, qui sont intervenus apparemment à la place de la République. Tu as les Kurdes qui sortent dans la rue et qui harcèlent même M. Darmanin. Bon, je ne le porte pas dans mon cœur, mais quand même, il représente la République française. C'est pas normal que c'est pas normal que le ministre de l'Intérieur se rende à Paris sur le lieu d'un crime et qu'il soit lui-même l'objet de harcèlement par une foule. C'est quand même pas normal. Une foule étrangère. Il y a un problème de souveraineté. Donc, vous voyez qu'on est au-delà dans des zones de non-droit. Là, on ne parle pas de Sarcelles, on ne parle pas de Vaux-en-Velin ou de l'île Sud. D'ailleurs, je salue tous ceux qui vivent dans les localités que j'ai citées, qu'ils soient français ou étrangers. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Mais on n'est pas dans des zones comme ça, dans des conflits territoriaux, des zones sensibles, des zones urbaines, spéciales ou prioritaires, ou ZUP, je ne sais pas quoi là. Non, on est au cœur de la capitale, dans le 10e arrondissement. Parce qu'aujourd'hui en France, tu as des acteurs nouveaux, qui sont les diasporas. Et ça, on nous le cache. On nous dit l'immigration, on te dit le migrant, on te dit, regardez, Mortal, il vient d'arriver, Mamadou, Touareg, on te dit Bilal, Somalien ou Tchétchène qui vient d'arriver, aimez-le, donnez-lui l'asile et la couverture sociale. Très bien. Le problème, c'est que les gens ne voyagent pas seuls. Vous avez des diasporas. Les gens rejoignent des diasporas, c'est-à-dire des groupes ethniques ou nationaux déjà présents en France. Parce que nous ne sommes pas en 1981. On n'est pas au début de l'immigration en France, de l'immigration de masse. On est en 2022. Il y a 40 ans d'immigration. Il y a eu un stock humain. Je parle comme un démographe, hein, excusez-moi. Il y a un stock humain qui est là et qui a sa propre logique. Vous avez déjà 2 millions de Marocains en France. Vous avez déjà un Maroc en France. Les Marocains qui arrivent en France aujourd'hui, clandestins ou pas, ils rejoignent ce Maroc-là en général. Ils ne rejoignent pas la France. Les gens n'immigrent plus en France, n'émigrent plus vers la France. Ils émigrent vers leur diaspora. Les Marocains rejoignent la diaspora marocaine de France, de Hollande, d'Italie. Les Algériens font pareil. Les Égyptiens, ils rejoignent la diaspora égyptienne d'Angleterre, du Canada. Vous voyez ce que je veux dire?
Les Tchétchènes, ils ne rejoignent pas la France, ils rejoignent les Tchétchènes d'Allemagne, les Tchétchènes de France, d'Italie, et ainsi de suite. Ben, les Corses font pareil. Hein. Les Bretons faisaient pareil à Paris. Hein. Je ne vous apprends rien, c'est humain. Hein. C'est humain. Moi, mon village, Belle-Île, les gens n'immigrent pas en France depuis Belle-Île. Ils immigrent vers la diaspora de Belle-Île en France. Moi, je peux dormir à l'œil, là où je veux, à Nantes, Bordeaux, Mâcon, Strasbourg, Dijon, Paris, la Grande Couronne. Je dors là où, pourquoi? Parce que je ne suis pas en France. Je suis chez les miens de mon village. Donc, ces diasporas-là, ce sont des corps politiques. Elles ont des intérêts. Elles ont un aspect belliqueux. Parfois, vous avez des milices, vous avez des loups gris. Il y a tellement de milices tchétchènes. Vous avez des groupes de choc. Hein. Vous avez une conscience de soi. Ce qui fait que les Kurdes, moi, je ne veux pas leur tomber dessus. Les Kurdes de Paris qui ont gueulé Darmanin, ils avaient certainement leur raison parce qu'ils réagissent comme un corps collectif, comme une tribu. Qu'est-ce que c'est qu'une diaspora? C'est une tribu qui a réussi. C'est une tribu qui a réussi à traverser la mer. Et elle ne s'est pas diluée en cours de route. C'est comme les Siciliens de New York, hein, Al Pacino, ça a donné un cinéma hollywoodien. Hein. Regardez Le Parrain. C'est ça la diaspora. Donc aujourd'hui, vous avez des diasporas en France qui sont souveraines. Les Sri Lankais de Paris, que je ne connais pas bien, hein, mais je prends l'exemple comme ça, c'est plus qu'une ambassade du Sri Lanka en France, parce qu'ils n'obéissent pas forcément aux ordres qui viennent de Colombo, la capitale du Sri Lanka. C'est une province sri-lankaise en France, une province autonome qui défend les intérêts du Sri Lanka et ses intérêts à elle-même, et pas ceux de la France forcément. Donc, elle va gueuler quand elle croit qu'elle est attaquée. C'est le fonctionnement d'un groupe. C'est l'éclatement de la nation. Parce qu'on nous a dit que la République française, c'était la communauté nationale. La seule communauté en France, c'est la communauté nationale. Aujourd'hui, c'est battu en brèche. Tu as la République française et à côté, tu as la diaspora marocaine, algérienne, tunisienne, sri-lankaise, tchétchène. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit la diaspora maghrébine, parce que la diaspora maghrébine n'existe que dans les esprits malades des mainstream français, des médias mainstream. Il n'y a pas de maghrébins. Je ne connais pas de maghrébins. Je connais les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Comme je ne connais pas de subsahariens. Je connais les Sénégalais, les Maliens, les Tchadiens. D'ailleurs, je salue mon ami Christ de Ngendeng. Je connais les Congolais. D'ailleurs, parmi les Maliens, moi, j'ai du mal à voir des Maliens, d'ailleurs. Hein. Je connais les Touaregs, les Peuls, les Dogons. Il n'y a qu'en France, par l'ignorance et la paresse mentale de certains de nos journalistes et de nos intellectuels et de nos autorités, que nous classons, que nous amalgamons les gens dans des catégories qui les dépassent et qui nous dépassent. Parce que moi si j'étais M. Darmanin, je préférais avoir affaire aux Marocains et pas aux Maghrébins. Parce que les Maghrébins, en France, personne ne pourra les arrêter. Ils sont déjà à 8 millions. Il y a 6 millions d'Algériens, 2 millions de Marocains et 1 million de Tunisiens. On est dans les 9 millions. Par contre, les Marocains, les Algériens et les Tunisiens pris à part, on sait gérer d'un point de vue policier, d'un point de vue policier, d'un point de vue affaires religieuses. Bon, si M. Darmanin aimait la France, ce conseil pourra lui être utile. Mais bon, je me berce d'illusions en cette période de Noël et de fête. Enfin, pour terminer sur l'affaire des Kurdes, la tuerie du 10e arrondissement, attention, nous allons tous devenir des Kurdes. Vous allez tous devenir des Kurdes. Parce que, qu'est-ce que c'est que les Kurdes? C'est un peuple nomade. Ce que dit Mouton, c'est un peuple nomade et c'est un peuple sans État. C'est une victime de l'histoire. Parce que les Kurdes n'ont pas réussi à avoir un État. Ils sont en Turquie, ils sont en Iran, en Syrie, en Irak, si ma mémoire est bonne. Ils n'ont pas réussi à avoir un État. Ils sont éclatés. Donc, ils sont ostracisés, ils sont combattus, ils sont humiliés, ils sont opprimés. Saddam Hussein les a gazés, les Iraniens leur mènent la vie dure, les Turcs les bombardent. En Turquie, ils n'avaient pas le droit d'avoir des papiers. Ils étaient des citoyens de seconde zone jusqu'aux années 90. En Syrie, ils étaient combattus, ils étaient déclassés, on va dire.
les derniers à être servis par le pouvoir central de Damas, et ainsi de suite. Vous, les Français, vous êtes en train de renoncer à votre État, à votre patrie, à votre peuple, parce que vous le faites remplacer par les diasporas. C'est ce qui est arrivé aux Kurdes, sauf que les Kurdes, ça leur est arrivé par des invasions. Est venue une force étrangère qui leur a cassé la gueule. Je ne me souviens plus de laquelle. Est-ce les Seljoukides? Est-ce les turcophones ottomans? Est-ce les Arabes abbassides, omeyyades? Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais vous, personne ne vous envahit. Il n'y a pas de tanks allemands, marocains, tchétchènes, sénégalais autour de la Tour Eiffel. À ce que je sache, l'Algérie n'a pas encore bombardé Marseille. À ce que je sache, la rade de Toulon n'est pas encerclée par les Turcs, par les loups gris, par Barberousse. Mais le résultat risque d'être le même. Parce que quand tu casses ta maison commune, ton refuge, ton nid d'aigle, quand ton nid d'aigle devient le terrain de jeu des milices étrangères, quand Paris devient un terrain de jeu des intérêts étrangers, les loups gris, les Kurdes, les Marocains, les Tunisiens, les services de l'OTAN, je ne sais quoi, c'est fini. Tu deviens un Kurde chez toi. Tu deviens Kurde chez toi. C'est-à-dire que tu es le dernier servi et tu es contraint de travailler avec des méthodes subversives. Puisque tu n'as pas d'État pour te défendre, eh bien, tu fais des embuscades. Les Français, demain, quand ils comprendront vraiment que la police et la justice ne sont pas ici pour les défendre, eh bien, ils se défendront eux-mêmes. Embuscade, justice privée, milice. Et qu'est-ce qu'on dira? Ah, les Français de souche, des terroristes. Bon, déjà qu'on vous traite d'extrême droite. Demain, on dira les Français de souche, terroristes. C'est ce que disaient les Allemands des résistants, terroristes. C'est ce que disent les Turcs du PKK kurde, terroristes. Mais c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les Kurdes? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Le IPG, YPG, les Kurdes de Syrie, tout le monde est traité de terroristes. Là, tout le monde fait l'amour avec eux. Là, on flirte avec eux parce qu'ils luttent contre les Daesh. Donc là, on les tolère un peu, mais demain, ils seront bombardés. D'ailleurs, Erdogan les bombarde. Le YPG, qui est le pôle kurde de Syrie, il est bombardé par Erdogan, partenaire de l'OTAN, membre de l'OTAN, et il est courtisé par les Français, les Américains, membres de l'OTAN, en même temps. Voilà, parce que voilà, c'est quantité négligeable, les Kurdes. Les Kurdes au Moyen-Orient, c'est une force de nuisance, pas plus. C'est ce qui reste de vos arrivées en France, d'être une force de nuisance chez vous. Demain, les Allemands vous diront: ah, vous voulez chasser les immigrés? Venez, on va vous aider. Et ils vont vous encourager, comme on a encouragé les Kurdes à embêter Saddam. Vous allez vous faire gazer, tout ça. Après, une fois que l'objectif a été atteint, on va vous dire: bah, écoutez, finalement, on ne veut pas d'un foyer national français en France. Finalement, c'est bien comme ça, la France, la diversité, le pays éclaté, séparé, c'est bien pour les intérêts allemands. Après, vous aurez les Anglais qui vont venir vous dire: oui, vous voulez vous débarrasser des Allemands? Eh bien, on va vous armer, attaquer les Allemands. Et puis, vous allez faire le sale boulot, vos enfants vont mourir, être amputés. Après, les Anglais vont vous la faire pour la énième fois dans l'histoire. Finalement, on ne veut pas. Démerdez-vous, vous n'êtes que des terroristes. Parce que les Allemands vont faire affaire avec les Anglais et vous serez les Kurdes de l'affaire. C'est ce qui se passe aux Kurdes. Vous savez, les Kurdes, ils ont été victimes du complot de Sykes-Picot en 1916. Sykes, un Anglais, un diplomate anglais, Picot, un Français, François Picot, ils sont mis d'accord avec l'aval de leur gouvernement pour redécouper le Moyen-Orient, qui était à l'époque ottoman, et ils ont promis aux Kurdes un Kurdistan. Oui, venez, aidez-nous à chasser les Ottomans et on vous donnera un foyer national. Les pauvres Kurdes, ils ont marché dans la combine, ils se sont fait rétamer par les Ottomans et puis ils n'ont rien obtenu. Tout simplement. Et le problème est là. Et je vous donne en mille, les Kurdes n'auront jamais leur État. Tant qu'ils continueront à croire les puissances étrangères, qu'elles soient locales ou internationales. D'ailleurs, sur les Kurdes, et je n'ai rien contre eux parce que j'aime beaucoup les Kurdes. D'ailleurs, les femmes kurdes sont très belles, excusez-moi. Hein, les peshmerga, je ne sais pas comment il faut les appeler, ces belles Amazones, elles sont plutôt magnifiques. Je vous rappelle que les Kurdes, les amis de BHL, qu'ils adorent tellement,
ont participé au génocide des Arméniens. Parce qu'on nous dit les Turcs ont génocidé les Arméniens en 1918 ou 19, je ne sais plus. À vérifier, je ne me rappelle plus exactement. Oui, mais ils ne l'ont pas fait tout seuls, parce qu'entre Istanbul et l'Arménie, c'est-à-dire entre Istanbul, entre le Bosphore et le Caucase, où se trouve l'Arménie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le monde kurde. Il y a des millions de Kurdes là-dedans. Ces Kurdes, ils ont été la force d'appoint des Turcs. Ce sont les Kurdes qui ont aidé les Turcs à massacrer et à déplacer, à déporter les Arméniens. Ça, c'est officiel. Je m'excuse auprès des Kurdes de le dire, et ça n'enlève rien à leur cause nationale. Ce n'est pas parce que certains Kurdes ou de nombreux Kurdes ont génocidé les Arméniens il y a un siècle que on va punir les Kurdes aujourd'hui en leur refusant un État. Moi, je ne suis pas un indigéniste. Moi, je ne crois pas à la culpabilité héréditaire. Je dis juste que rappelons-nous de l'histoire. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce moment, cette turbulence, parce que la mort et les gens qui sont morts et des familles qui ont été détruites. On a eu un spectacle indécent de la gauche et de la Macronie en train de dégueuler sur l'extrême droite. Et vous avez ces Paris dévasté, Paris humilié, Paris rabaissé, la police française humiliée, en débandade, en plein Paris. Ça, c'est ce que j'appelle une turbulence, mais c'est une bonne turbulence. Je l'espère. Ça nous ouvre les yeux. C'est comme ça que Dieu, dans la Bible et dans le Coran et dans la Torah, a ouvert les yeux des humains, des mortels. C'est par le cataclysme, c'est par le déluge, c'est par les coups de foudre, les tempêtes. Voilà, je ne vais pas réciter de sourate du Coran aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas je ne suis pas un imam. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on dise merci à ces turbulences, même si elles nous font très mal, et qu'on ouvre les yeux. J'espère qu'elles ouvriront les yeux de notre compatriote. Alors, je salue Emmanuel, et puis s'il doit partir, hein, il est bien sûr pardonné. Moi, je vais m'ouvrir une petite glace à la noix de coco, parce qu'après, je vais vous parler du Brésil. Hatim, oui, 1915, d'accord. 1915, le génocide arménien, d'accord. Emmanuel, il faut créer un État turc, un État kurde avec accès à la mer, en le munissant d'un territoire comprenant beaucoup d'hydrocarbures. Je vois qu'Emmanuel, il est dans la cause kurde. Je ne connais pas la cause exactement, mais il leur faut un État, c'est sûr, qui ait accès à la mer, effectivement. Mais ça va être dur parce que les Syriens veulent l'accès à la mer, ils veulent Alexandrette, je crois, et les Turcs, avec Erdogan, ils sont en train d'avancer sur le Kurdistan syrien. Parce qu'il y a un traité qui s'appelle le traité de Sèvres 1920 et de Lausanne 1923. Lausanne, il a fixé la frontière turco-syrienne autour des monts Radius. C'est une chaîne montagneuse. Et les Turcs n'ont jamais accepté. Bon, ils ont signé l'accord de 1923 de Lausanne parce qu'ils étaient obligés. Mais là, ils sont en train de descendre. C'est pour ça qu'ils bombardent les Kurdes de Syrie. C'est pour ça qu'ils ont aidé Al-Qaïda à Idlib. Ce n'est pas pour les beaux yeux des islamistes. C'est pour avoir un motif pour avoir des avant-postes militaires en Syrie. Pour dire, vous voyez, nous, on va faire l'arbitre entre Al-Qaïda et les Syriens. Et d'ailleurs, il y a un avant-poste. Pendant longtemps, il y avait un mausolée turc ottoman en Syrie, surveillé par des soldats syriens, par des soldats turcs, pardon. C'était une enclave. Il y avait un mausolée, tout ça, avec une enclave illégale. Et pendant la guerre, la dernière guerre civile de Syrie, les Turcs ont envoyé un commando, ils ont pris le mausolée entièrement, ils l'ont mis en turc. Donc, il y a tout un jeu là, ça va être difficile d'avoir un Kurdistan indépendant. Sykes-Picot, ouais. Ah, Sykes-Picot 1915, d'accord. Ouais, d'accord, 1915, j'ai dit 16, d'accord. Mouton, est-ce que la France a découpé le monde arabe? Est-ce que la France a découpé le monde arabe? L'Angleterre, surtout, et la France, avec la Russie tsariste pendant un moment, ont découpé effectivement le Moyen-Orient. Là, parce que le Liban est une création de la France. Syrie, Irak, Jordanie, les frontières de l'Arabie, c'est beaucoup l'Angleterre d'abord et la France. Moi, je dirais c'est 70% l'Angleterre et 30% la France.
Pour l'Afrique du Nord, l'Égypte, c'est une création anglaise. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un condominium anglo-égyptien, c'est-à-dire un État à deux têtes anglo-égyptien au 19e siècle. Cet État britannique et arabe a envahi, colonisé le Soudan musulman. Donc, donc ça, c'est à envoyer Mme Rokhaya Diallo, Mme Obolo et Mme Clémentine Autain qu'elles cessent leur session d'autoflagellation de temps en temps et qu'elles méditent ce fait. Les Égyptiens de Mehmet Ali et les Anglais de Kirchner ont envahi le Khartoum ensemble. Voilà. Par contre, la Libye, c'est une création italienne. Et puis, Tunisie, Algérie, Maroc, ce sont des vieux États, j'allais dire, enfin, des vieilles présences, sont des vieilles frontières. Même si on dit que l'Algérie n'a jamais existé en tant qu'État, bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais même si l'Algérie a été souvent un ensemble tribal et pas un État, les frontières étaient connues. Les Marocains ont toujours su qu'au-delà de Tlemcen, ce n'était pas chez nous. J'ai dit au-delà de Tlemcen. Je clin d'œil à mes amis marocains et aux autorités éventuellement. J'ai dit au-delà de Tlemcen. Nous, les Marocains, on a toujours dit qu'Oran était algérien. Les Tunisiens, c'est pareil. Ils ont toujours dit qu'au-delà d'une certaine ligne, on est ailleurs. Pareil pour les gens de Constantine. Constantine algérienne. Ils ne se sentaient pas forcément algériens, mais ils savaient que Kérouan, c'était tunisien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la France, elle a juste entériné le statu quo. Par contre, ici ou là, elle a été obligée de tracer des frontières parce qu'il fallait bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Je signale à mes amis marocains et à mes amis algériens que là où la France a réfléchi pour nous, Marocains et Algériens, là où elle a fait la frontière entre le Maroc et l'Algérie, entre Oujda au nord et Figuig au sud, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Là où la France, la méchante France, colonialiste, pétainiste, fasciste, méchante, usurpatrice, esclavagiste, là où la méchante France a fait le boulot, malgré nous, parce qu'elle nous colonisait, elle n'a pas demandé notre avis, eh bien, nous avons hérité d'une frontière qui n'est pas disputée. Là où la France a laissé à notre main le tracé de la frontière, c'est-à-dire entre Figuig et Tindouf, vous avez la guerre Maroc-Algérie, qui ne s'arrêtera pas, là, je vous le dis, parce que personne ne veut l'arrêter. Mais bon, c'est un autre sujet, je ne veux pas aller en tôle pour ça. Hatim parle des frontières algéro-marocaines. Effectivement. J'ai un petit cours, un mini-cours sur Tindouf, Hatim, tu verras faisant une recherche, c'est 5 ou 6 vidéos courtes sur l'histoire extraordinaire de la frontière de Tindouf. Là, pour le coup, c'est une erreur, on va dire, française et un peu espagnole. Mais tu verras. Emmanuel, le Maroc n'est pas assez grand. Il doit récupérer Oran, Tlemcen et la Mauritanie. Ah, que Dieu t'entende. Mais je pense qu'Oran ne nous appartient pas. Oran ne nous appartient pas. Non, il ne faut pas. Et puis moi, je suis pour qu'on s'occupe bien déjà des Marocains, tels qu'ils sont. La Mauritanie, on peut en discuter. J'ai envie de récupérer la Mauritanie, mais je pose la question, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que c'est bien de colorier la carte, mais pourquoi faire? C'est ça, quel est le projet humain là-dedans? Mais bon, ça se discute. Alors Emmanuel a raison de dire qu'en 1939, la France a cédé le wilayet d'Alexandrette aux Turcs, qui étaient avant syriens. Alors, Emmanuel dit que c'est pour s'acheter les bonnes grâces d'Ankara, c'est vrai. On était surtout avant la Seconde Guerre mondiale et on ne voulait pas que les Turcs rejoignent le camp nazi. Je crois qu'ils sont restés neutres, si ma mémoire est bonne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous me corrigerez si je dis des bêtises. Mais il fallait aussi punir les Syriens. Les Français ont puni les Syriens parce qu'il y a eu une intifada des Syriens dans les années 20, très méchante, autour de Alep, comme par hasard.
في ريف حلب, dans le rif de Alep, dans les montagnes de Alep, il y a eu Harb al-Isabat, la guerre des gangs. Alors, ce n'était pas Pablo Escobar, c'était les gangs, c'était des Isaba en arabe, c'est à mi-chemin entre milice et groupe, ouais, entre milice et guérilla. Aujourd'hui, Isaba en arabe, ça veut dire le gang. D'ailleurs, au Maroc, dans la police, il y a qu'on appelle la brigade anti-gang. Qism Muharabat al-Isabat. Là, Isabat, c'est les guerres tribales, on va dire. Enfin, pas tribales. C'est une partie du peuple turc, syrien, pardon. Notamment la bourgeoisie syrienne. Des villes qui s'est accoquinée avec les habitants des montagnes autour d'Alep, notamment des Druzes, notamment des sunnites, pour mettre en cause la colonisation française. Et la France a eu beaucoup de mal à les contrôler, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'effectifs, et puis elle ne savait pas faire forcément la guerre aux guérillas. C'est un art. Lisez mon livre sur David Galula. Sauf que Galula, il a fait son livre en 1965. D'accord. Donc, cette science n'était pas disponible. Donc, la France a mis beaucoup de temps, elle a beaucoup souffert pour vaincre les Syriens. Et elle les a punis en leur enlevant Alexandrette, quelques années plus tard. Ah, merci Nouch. Nouch a acheté le cours sur la colonisation. Alors, je vais vous demander une petite pause parce que je suis vaincu déjà par le cornet. Alors, je vous demande de faire la révolution, mais je n'arrive même pas à contrôler une glace et mes écouteurs. Alors, c'est dire, hein. C'est dire, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Emmanuel est un nationaliste marocain. Hein. Le monde a besoin du Maroc. Hein. Le Maroc à lui tout seul, c'est la civilisation musulmane de l'Ouest. Il a l'héritage de l'Andalous, c'est vrai. Historiquement, il s'est étendu de l'Espagne jusqu'au Sénégal. Le monde a besoin d'une grande. Il y a un très beau livre de Tahar Ben Jelloun sur un Marocain, un commerçant arabe marocain qui s'installe au Sénégal et qui tombe amoureux d'une Sénégalaise, qui la prend comme seconde épouse. Ne lisez pas dans mes pensées, ce n'est pas un souhait que j'ai. Et je n'aime pas beaucoup M. Benjelloul, que je trouve trop mainstream, trop bien pensant, embourgeoisé. Mais je reconnais l'artiste. Hein. Alors, je voudrais vous parler avant d'ouvrir les questions-réponses plus avant, de ce qui s'est passé aujourd'hui au Brésil. Ce vendredi est un vendredi noir, ici au Brésil. C'est un vendredi noir, pourquoi? Parce que M. Bolsonaro a fait un discours et il a douché les espoirs de tous ceux qui voulaient une intervention bloquant l'arrivée de Lula au pouvoir dimanche. Qu'elle soit qu'il s'agisse d'un coup de force ou bien d'une protestation, d'une remise en cause légale du résultat des élections. Bolsonaro a, au terme d'un discours assez pitoyable d'une heure, retransmis sur YouTube et sur Instagram, il a dit « Les gars, je ne ferai rien. Ne vous inquiétez pas, le Brésil est un pays riche, il continuera à être riche malgré la mise à sac qui se profile aux mains de Lula et ne comptez pas sur moi pour faire quoi que ce soit. » Sachez qu'il y a plusieurs centaines, voire milliers de Brésiliens qui aujourd'hui, qui depuis 2 mois campent devant les casernes militaires dans l'attente d'une intervention armée, puisque les élections sont remises en cause par nombre de Brésiliens. Et puis surtout parce que la campagne électorale a été injuste et illégale. Il n'y a pas eu de campagne électorale, pour ainsi dire. Hein. Tous ceux qui défendaient Bolsonaro ont été ennuyés ou intimidés. Donc, ce n'est pas une campagne électorale, c'est une... Oui, c'est la campagne électorale sous le régime nazi, en 1935-36, quand il y avait encore des élections. C'est la campagne électorale en Roumanie, c'est la campagne électorale au Maroc du temps d'Oubsri. Même le Maroc aujourd'hui, en 2022, est plus démocratique dans un sens que le Brésil. Tu arrives à faire campagne électorale.
Là, au Brésil, on te censurait dès que tu disais que Lula était un voleur. C'est-à-dire que dès que tu disais la vérité, que Lula était condamné pour corruption et blanchiment d'argent. Mais dès que tu disais ça, tu pouvais te faire censurer, voire aller en taule. Bon, donc, triste journée au Brésil. Nous allons avoir Lula comme président dimanche prochain. Et voilà, quoi. Donc, c'est une étape de plus dans le suicide de l'Occident, puisque le Brésil est un pays occidental, nous l'oublions souvent. Et c'est un pays qui aurait pu, si Bolsonaro avait été réélu, incarner une alternative à la pourriture, à la décadence occidentale. Bolsonaro voulait incarner une alternative à la corruption généralisée, à la culture narco, à l'impunité, à la criminalité, à la décadence économique. Il voulait redonner une dignité au peuple brésilien. Les sortir de la zone de confort, c'est-à-dire carnaval, bikini, assistance sociale, criminalité, dépression, parce que le Brésilien est souvent très heureux, mais très déprimé. Déprimé au point où il accepte qu'on lui parle mal, qu'il soit agressé par les bandits et qu'il soit volé par les politiciens. Il faut être très déprimé pour accepter ce que le Brésilien accepte au quotidien. Bolsonaro voulait transformer ce peuple-là en un peuple d'élite. Qu'est-ce qu'un peuple d'élite? C'est le peuple qui nourrit le monde. Le Brésil nourrit le monde. On l'oublie souvent. Le Brésil, c'est beaucoup plus que la Russie. Demain, si un abruti de ceux qui gouvernent l'Europe décide de faire le blocus du Brésil, mais c'est le monde qui ne mange pas. Ce n'est pas le gaz qui va valoir 5 000 $ le tonne ou le mètre cube ou je ne sais pas quoi là. C'est le sucre qui va valoir 5 000 $ le kilo. C'est le soja, il n'y aura plus d'huile de table. La Chine s'effondre. Si vous voulez vraiment si vous voulez que vous vengez de la Chine, parce que vous n'aimez pas les communistes, ben vous faites le blocus du Brésil. Hein. Les Chinois, ils vont se bouffer entre eux parce qu'ils ne produisent pas le riz qu'il leur faut, ni le soja, ni la viande. Si les Arabes, demain, les Arabes du Golfe, demain, retrouvent leur cojones, hein, on va faire de la science-fiction, et décident de bloquer Israël, comme ils ont fait en 1973-78, avec le grand roi Faisal, d'ailleurs assassiné ensuite. Attention, à mes amis sionistes, je suis sioniste, donc ne me bombardez pas après. Hein. Je dis la vérité telle qu'elle est. Hein. Si les Arabes retrouvaient leurs cojones et bloquaient Israël suite à un bombardement malheureux de Gaza ou du Liban, d'accord? Si les Arabes faisaient ça, et vous vouliez punir les Arabes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez bloquer le Brésil. Parce que là, l'Arabie Saoudite ne mange plus de poulet. Parce que le poulet qui se mange en Arabie Saoudite, il est produit pas très loin de chez moi ici au Brésil. Il est congelé et envoyé par avion. Dubaï meurt crève la dalle. Le Qatar crève la dalle. Malgré ses stades climatisés, crève la dalle. L'Égypte crève la dalle. L'Égypte, ils vont se bouffer entre eux. Même s'ils ne sont pour rien parce que ce n'est pas un état pétrolier. Vous voyez ce que je veux dire, hein? J'espère que vous m'avez compris là. Enfin, j'espère que mon humour a été compris, parce que certaines personnes qui ne me connaissent pas peuvent trouver peuvent mal m'interpréter. Voilà, donc Bolsonaro voulait redonner au Brésil la fierté d'être un peuple d'élite et qu'il devienne un peuple d'élite. Il est déjà un peuple d'élite dans l'agriculture, mais qu'il voulait qu'il se réindustrialise. C'était ça le programme de Bolsonaro, que le Brésil redevienne un pays sûr pour attirer le tourisme. Un pays où les enfants apprennent les maths et le portugais à l'école, pas la théorie du genre. Malheureusement, il a été sorti régulièrement ou irrégulièrement. Ça, l'histoire jugera. Donc, une chance a été perdue par le Brésil. C'est un jour très triste. Alors, Nouch nous dit qu'à Marietta, en Géorgie américaine, il y a plein de rayons vides, même le scellement. Ben, venez au Brésil, nous avons tout. Nous, il n'y a rien qui manque. Juste l'argent. Et ici, il faut voir la nourriture qu'il y a. Enfin, c'est le paradis sur Terre pour tout ce qui est nourriture. La viande,
Je vous donne un exemple. 1 kilo aujourd'hui de viande hachée au Maroc, à Rabat. Au Maroc, il y a les grandes villes, il y a la campagne. 1 kilo de viande hachée à Rabat, au Carrefour, c'est 200 dirhams, 20 euros. 20 euros. 1 kilo de viande hachée au Brésil aujourd'hui, c'est, je vais vous dire, c'est, je traduis, on va être dans les 40, on est dans les 8 euros. Et encore, c'est cher, 8 euros, parce qu'on a pris l'inflation. Et c'est cher parce qu'on exporte la viande aux Chinois. On n'exporterait pas aux Chinois qui payent en dollars, le prix serait moins cher. Vous rendez compte? Il y a la bouffe, la nourriture est abondante et encore, elle n'est pas chère. Et elle est produite à 10 km d'ici. Toute la ville de Sao Paulo, le grand Sao Paulo, est entourée d'une ceinture horticole, je ne sais pas comment on dit en français, de maraîchage, maraîchère. D'ailleurs, tenue par des Japonais. Parce que bon, petite digression sur le communautarisme d'ailleurs. Les Japonais arrivés au Brésil et on leur a demandé de faire le travail des esclaves qui avaient été libérés quelques années auparavant. Et ils ont refusé de faire ce travail dans les fazendas de café ou de coton. Et donc, ils se sont retirés des fazendas et ils ont acheté les terrains les moins valorisés, qui étaient des terrains autour de Sao Paulo. Parce que s'il y a Sao Paulo, c'est que personne n'a voulu la cultiver. Si la ville est ici, c'est que la terre est mauvaise. Sinon, ça aurait été une ferme ou une forêt. La terre ici à Sao Paulo est tellement mauvaise que ni la forêt tropicale, ni l'agriculture n'ont voulu occuper l'espace. Enfin, elle est mauvaise selon les standards brésiliens. Au Maroc, ce serait une terre d'élite. Ce serait le Harb, du côté du Lucos, vers l'Arrache. Non, c'est une terre mauvaise au standard brésilien. Donc, elle a été urbanisée par les jésuites d'abord et puis par de la population. Et les Japonais ont pris les terrains de la périphérie qui ne valaient rien. Parce que la terre il y avait trop d'eau, enfin bon, peu importe. Pas assez fertile par rapport aux autres terres où ils auraient été embauchés comme des esclaves ou des simili-esclaves. Et donc, ils ont commencé à faire ce qu'ils pouvaient faire dans des petits terrains, c'est-à-dire des fruits et légumes qu'ils vendaient à la ville. Sauf que la ville a explosé, donc ils ont fait fortune. Légumes et poules, poulaillers, tout ça, enfin tout ce qui est cycle court. Hein, c'est pas le café qu'il faut torréfier ou le coton ou autre chose. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi on parlait des Japonais. Vous me rappellerez si j'ai un trou de mémoire. Bon, peu importe. Oui, pour vous dire que la nourriture ici est. Le maraîchage est tenu par les Japonais, encore. Alors, Miguel nous parle de la fraude au Brésil aux élections. Après tout ce qu'ils ont fait ouvertement, quel obstacle moral aurait-il eu à ne pas le faire? Effectivement. Ce que veut dire Miguel, c'est que le lobby de Lula, qui est le système, parce que Lula, c'est le candidat du système, de la banque, de l'industrie, des médias, de la Cour suprême, de l'université. C'est le candidat du système. Ce n'est pas le challenger. Il n'y a que les journalistes de l'AFP du Monde qui présentaient Lula comme un challenger. Non. C'est Bolsonaro qui a toujours été, pas le challenger, pire, l'intrus. L'intrus. Donc, ces gens-là, Lula, le système a tellement pris ses aises durant la campagne qu'il a presque suspendu, on va dire. Hein. Seul Lula pouvait faire la campagne. Bolsonaro avait les mains enchaînées et la bouche cousue. Que voler le résultat des élections, c'est une offense de plus. Pourquoi pas? Ils ont été désinhibés puisque personne ne les a punis. Hein. C'est comme ton gosse, si tu ne le laisses commettre des bêtises et tu ne le punis pas tout de suite, ben, demain, il va donner une baffe. Eh bien, la fraude, selon Miguel, c'était cette baffe, baffe donnée sur le visage des Brésiliens, qui n'est que la conséquence d'une apathie, d'une tolérance, de l'intolérance. Emmanuel au sujet du Maroc. Puissance musulmane au sud de Gibraltar. Ça ne peut être que le Maroc. Je ne commente pas parce que je suis un nationaliste marocain. Je ne m'en cache pas. Mais je vais te dire, cher Emmanuel, ce qui me gêne.
c'est que pour être une puissance, il faut d'abord s'entraîner. S'entraîner, parce que pour devenir puissant, il faut se transformer. On se transforme en s'entraînant. Or, on ne s'entraîne pas au Maroc. On fait semblant. Parce qu'on ne veut pas régler les problèmes. Parce que dès que tu dis qu'il y a un problème, on te dit que tu n'es pas marocain. Tu es pro-algérien, tu es séparatiste. Voilà. Dès que tu dis qu'il y a un problème, on te dit que tu es dans la conspiration. Tu n'es pas ton pays. Résultat, les problèmes ne sont pas réglés, mais on fait le TGV pour ne pas régler les problèmes. Tu vois, on fait des vitrines. On fait la corniche de Tanger. Ah, la belle corniche qui a coûté des milliards. On refait la corniche d'Agadir pour la 10e fois. On fait la tour la plus haute d'Afrique, comme si ça allait. C'est juste des. Comment on dit en portugais, esconder o sol com a peneira. C'est essayer de cacher le soleil avec un paravent, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil brûle, il faut s'occuper du soleil. Vous voyez les problèmes? Non, on n'a même pas le droit de les mettre sur la table. Donc, on ne sera jamais une puissance. Par contre, nous serons un showroom. La vocation du Maroc aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, hein, c'est d'être un showroom de la meilleure technologie de la construction turque. Ah, tu as les autoroutes faites par les Turcs, ou les Portugais, le meilleur train français. Là, on a eu le TGV d'Alstom, demain, on aura le TGV chinois. Parce que les Chinois ont gagné l'appel d'offres du TGV qui ira jusqu'à Agadir. Tant pis pour la France. Tant pis pour M. Macron. Je pense que M. Macron est même content de voir que la France a été évincée du chantier ferroviaire marocain. Voilà, il préfère. Lui, quand la France se fait casser la gueule, et je pense qu'il doit faire un happening à l'Élysée. Et ainsi de suite. On sera un showroom. C'est dommage de le dire en tant que Marocain. Tu vois, c'est pour la France n'est pas devenue la France avec les fêtes du roi Soleil. C'était la vitrine, tout ça. La France est devenue la France en réglant les problèmes, un par un, dont le sang parfois. Vous avez réglé les problèmes jusqu'aux années 60. Après, vous avez commis d'autres erreurs. Alors, je voulais faire une annonce littéraire. Je vois que, oui, voilà. Alors, Emmanuel nous dit, hein, dans le monde arabe, il voit le Maroc, Oman, il a raison, un grand pays du Moyen-Orient, un pays enraciné, ce n'est pas le Qatar, et il y a entre les deux l'Égypte. L'Égypte, effectivement, en arabe, on dit Misro Dunya, l'Égypte, la mer du monde. Bon, c'est un peu surévalué, suranné, parce que quand tu vois l'état de l'Égypte aujourd'hui, c'est plutôt la mer de la misère. Mais l'Égypte nous a donné quand même beaucoup de motifs d'orgueil, nous les Arabes, notamment au niveau de l'édition, la poésie, le cinéma égyptien. Un cinéma égyptien qui était d'ailleurs tenu par des techniciens nazis. Ça, il vaut mieux le dire hein, quand même. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les nazis ne se sont pas échappés en Argentine, au Brésil. Une partie est partie se réfugier au Caire. Et ça a donné le boom du cinéma égyptien d'après-guerre. D'ailleurs, quand vous regardez les films d'Omar Sharif et de Fatih Hamama et de tant d'autres, vous voyez des valses. La valse, ce n'est pas forcément une danse arabe. Vous voyez tout de suite une mise à niveau de la photographie, du son, même du vêtement, des costumes. C'était les nazis réfugiés en Égypte. D'ailleurs, certains ont aidé à Nasser le socialiste, à fonder la première industrie de défense égyptienne. C'était des ingénieurs nazis. Et Israël a eu beaucoup de mal à pénétrer ce système de défense et à dissuader ces Allemands-là à travailler pour les Égyptiens. Ça a donné quelques films, quelques récits d'espions, des films, j'en sais rien, mais il y a eu c'est une histoire qu'il serait nécessaire de raconter. Voilà. Donc, je voudrais vous parler de deux choses, deux sorties littéraires. Laissez-moi me voir avec la régie qui est moi-même. Alors, donc, je vous ai parlé de la flagrance hein, des enseignements de la tuerie là, du 10e arrondissement. Et je vous disais que nous allons tous devenir des Kurdes chez nous.
c'est que demain, c'est nous qui allons demander à monter un centre culturel français dans Paris, parce qu'on sera une diaspora comme une autre. Et ce ne sera pas que la faute de Macron. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas que la faute de Davos, de Ursula von der Leyen ou de Erdogan. C'est que nous, le peuple est complice de ces bourreaux par le vote, par l'apathie, par l'indifférence et par le culte du confort. C'est-à-dire que les gens acceptent tout du moment qu'ils peuvent se payer l'abonnement Netflix, manger un croissant par jour et aller en vacances, même l'ensauvagement. Et vous verrez, comme l'a dit Houellebecq, ils accepteront même la soumission à l'islam du moment que le salaire est payé. Vous voyez ce professeur d'université dans Soumission, l'ouvrage de Houellebecq, qui dit finalement, du moment que ma retraite est payée, j'accepte la charia, et ici en plus, je peux avoir plusieurs femmes, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Donc, pour traiter cette question-là et surtout ouvrir des perspectives, des solutions, parce que les Cassandres, j'en connais assez, ils n'ont pas besoin de moi pour faire ça. Sortira ce livre le 18 janvier prochain. Vous me dites si vous le voyez bien. Français, ouvrez les yeux. Il est déjà en pré-vente à la FNAC. C'est une petite bombe. C'est une petite bombe qui me fera, comme d'habitude, plein d'amis. Je pense que là, avec ça, mon cercle des amis va être complet. Voilà. Et donc, il sort le 18 janvier et les précommandes sont déjà disponibles sur la FNAC, le Furet du Nord, De Citre et quelques autres librairies. Et d'ici là, le début de l'année, d'ici la semaine prochaine, d'autres librairies l'afficheront. Il est bien sûr publié par mon cher ami Damien Siriex de l'Artilleur. Le prix, je ne l'ai plus en tête, mais on est dans les 18 € de mémoire. Ça, c'est un livre, il sortira en papier et en format numérique. Donc, Mouton me pose la question, est-ce que c'est mon e-book? Non, l'e-book, il sortira en papier en mars. Il sortira en papier en mars chez Complicité, un autre éditeur. Comme ça, vous aurez, ceux qui n'aient pas l'e-book pourront lire mon livre sur la diversité en papier. Voilà. Lisez-le quand il sortira, parce que je parie que France Inter en fera un autodafé devant la place de la radio sur les quais de la Seine. Donc, lisez-le et cachez-le. Je pense que Léa Salamé officiera spécialement, gratuitement. Elle fera l'autodafé devant l'hôtel de ville de Paris, en présence de Madame Hidalgo et avec quelques palettes de mon livre qu'elle brûlera. Là, je parle de ce livre-là. Maintenant, Français, ouvrez les yeux. Voilà. Et puis sortira le 24 janvier un autre ouvrage, toujours pour comprendre qu'il ne faut jamais être kurde, qu'il ne faut jamais être colonisable, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre son État, sa souveraineté, sa liberté. Ça, c'est une contre-histoire de la colonisation française. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ça, c'est chez l'éditeur Jean-Cyril Godefroy, l'éditeur de Pierre-Yves Rougeron notamment. Une contre-histoire de la colonisation française. C'est tout ce qu'on vous a caché sur la colonisation française, en bien et en mal. Donc ce livre est un exorcisme. Je devrais d'ailleurs le vendre plus cher. Là, je crois qu'il coûtera dans les 20 €. Je pense que je devrais le vendre dans les 50 € parce qu'il va exorciser tant les indigénistes. Je voudrais beaucoup voir cette scène, moi. Je ne peux pas citer les noms là. Je les vois déjà avec la salive dans la bouche en train de virevolter comme une grenouille. Quand ce livre les exorcisera du démon de la repentance et de la victimisation. Ils m'en seront gré parce qu'une fois qu'ils arrêteront de se victimiser, ils auront le succès qu'ils méritent dans la vie, parce que le succès, nous le méritons tous. Et ce livre aussi, il permettra à nos amis de droite d'atterrir sur le véritable bilan de la colonisation. Parce que souvent à droite, dans le camp où on nous range souvent, parfois malgré nous, à droite, il y a une espèce d'idéalisation de la colonisation.
Et j'essaie de montrer qu'il n'y a pas de quoi non plus être très fier. Ce que je lis dans ce livre, au-delà de démystifier les mensonges des indigénistes et les mensonges, les mythes des colonialistes, ce que je dis dans ce livre, c'est que la colonisation a été une idée folle, une idée impréparée, une impulsion. C'était un réflexe, plus qu'une stratégie, contrairement à ce que dit l'Algérie, le FLN et BHL. Hein. La France a colonisé n'importe comment, contrairement aux Britanniques et aux Belges. La France a colonisé pour coloniser, parce que c'était à la mode. C'était à la mode. Tout le monde le faisait. Et ça lui a permis de ne pas penser à ces problèmes, qui étaient la blessure en Alsace-Lorraine, la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, les Français qui se passionnent pour le climat au lieu de se passionner pour le grand remplacement. Les jeunes Français aujourd'hui s'inquiètent pour le climat, alors qu'ils sont grands remplacés sous leurs yeux. Ils sont grands remplacés en ce moment. Mais le climat, c'est loin. Ça ne mange pas de pain. Ça ne rend pas les coups que le grand remplacement, où là, il faudra se disputer avec Mortar et Mamadou. C'est pareil pour la colonisation. La France est partie casser la gueule aux Marocains et aux Sénégalais et aux Indochinois parce que c'est plus facile que de casser la gueule aux Prussiens qui venaient de lui mettre une branlée en 1871. Bon. Et donc, dans ce livre, je dis que la colonisation, qui était une idée mal préparée, une idée impulsive, elle a eu des résultats inespérés. Toute personne n'a imaginé les résultats de la colonisation. La plupart sont plutôt positifs, d'autres sont très négatifs. Parmi les résultats positifs de la colonisation, c'est le Maroc qui a été sauvé. Sinon, le Maroc aurait été déjà détruit par les Marocains. Nous étions en guerre civile, je vous le signale, en 1912, quand la France nous a colonisés. Le Cambodge a été sauvé. Sinon, le Cambodge aurait été divisé entre les Thaïlandais et les Vietnamiens. Il n'y aurait pas eu de Cambodge. Encore aurait été une ville Thaï. Ça aurait été un Phuket. Phuket bis. Phuket sur Mekong. Voilà. Et il y a tant d'autres retombées de la colonisation, positives et négatives, que nous avons tous oubliées, qui sont ici. Voilà. Donc ce livre-là, il sort le 24 janvier chez Jean-Cyril Godefroy. Il est déjà en pré-vente chez la FNAC. Anne Moï, j'espère que le jour où vous serez connu, vous vous souviendrez du petit nombre de fidèles qui vous ont suivi dès le début et qui ont cru en vous. Ah, bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et quand je serai en tôle, vous allez venir me voir. Hein. Vous allez vous allez faire quand je serai en tôle, vous allez faire pour moi ce qu'ont fait les Kurdes à la place de la République. Vous allez brûler des véhicules. Il n'y a que ça que Darmanin entend. Vous allez faire un barouf d'enfer. Un barouf d'enfer. Mais je plaisante. Anne Moïse, j'accepte volontiers ce message très sympathique. Vous voyez que je vous ai suivi sur Twitter. Hein. Merci Nouch. Merci, bravo. Merci Pierre-Alain. Bah, je vois que tu es de retour. J'espère que tu es soigné complètement remis de la grippe. Toi et Sylvie. Merci Emmanuel. Donc, pour résumer, la colonisation, une petite bombe. Là, on a pour 300 pages. Là, je me suis décarcassé pour faire celui-là. Ça m'a pris 1 an et demi parce que ce n'était pas du tout ma zone de confort. Je ne suis ni historien, ni un spécialiste de la colonisation. Et en plus, je me suis, à cause de ce livre, ou grâce à ce livre, je commence à comprendre un peu mieux le sentiment algérien à l'égard de la France. Il est vrai que, en l'occurrence, l'Algérie, je vais le dire d'une manière très comme je le pense, en l'occurrence, pour l'Algérie, il y a de quoi faire de reproches à la France. Il n'y a pas que des reproches à faire, mais la colonisation française a beaucoup a cassé la gueule à l'Algérie. L'Algérie allait passer par les difficultés au 19e et au 20e siècle parce que les Algériens allaient de toute façon passer par la case création d'un foyer national, création d'un État et d'une armée. Et ça ne se passe jamais dans la paix et l'amour. Ça se passe toujours par la souffrance, coup d'État, guerre civile, révolution, voilà. Il s'avère que les Français ont abrégé le boulot aux Algériens en leur cassant la gueule, en refaisant le pays à leur sauce.
On n'est pas là pour se victimiser, mais moi, en tant que Marocain et pro-français, j'ai beaucoup changé d'avis en comprenant ce qui s'est vraiment passé en Algérie. Le bien et le mauvais, hein. Il y a eu des histoires d'amour en Algérie, entre Arabes et Français. La France a fait beaucoup en Algérie. Elle a donné à l'Algérie beaucoup de choses, mais elle a aussi fait beaucoup de mal par ignorance, plus que par méchanceté, par ignorance. Ce mal qu'elle n'a pas fait au Maroc, en Tunisie, au Cambodge, en Afrique, où elle a plutôt fait beaucoup de bien, parce que c'est des contextes différents et c'est une colonisation différente. L'Algérie, c'était la France. Donc, tu avais 1 million de Français qui ne pensaient qu'à eux là-dedans, les pieds noirs. Au Maroc, tu n'avais pas beaucoup de Français. Au Sénégal, tu avais 5 000, 10 000 Français. Même à Dakar, il y avait au maximum, tu avais 15 000 Français à l'apogée de la colonisation. C'était rien, que dalle. Donc, tu finis par gérer le pays en pensant à ses habitants. En Algérie, on a géré le pays en pensant d'abord aux pieds noirs. Donc, on a abandonné 9 millions d'Algériens à leur triste sort. Bon, mais ça, vous le lirez dans le livre. Et il y a celui-là qui va sortir aussi, toujours en janvier. Celui-là, c'est ma zone de confort. Hein. C'est ma zone de confort. C'est des sujets que nous abordons tous les jours ici. Et je vous préviens, je vous avertis gentiment, ce n'est pas un livre sur la décadence française. Ce n'est pas un livre sur le déclin français. Ça, il n'y a pas besoin de moi et ça ne sert à rien de vous stresser. C'est un livre pour comprendre la révolution qui a lieu en France aujourd'hui. Et ce n'est pas un livre que sur l'immigration. C'est un livre sur la Révolution française, la troisième Révolution française. La première, elle a tué le roi et l'Église. La deuxième, elle a tué le principe du devoir. C'est Cohn-Bendit, c'est 68. On a remplacé le devoir par le plaisir. Et là, la troisième, elle a lieu en ce moment même. On remplace les Français par des étrangers qui s'appellent Kylian, Jean-Philippe ou Jean-Louis, ou bien Mokhtar ou Mohamed ou Mamadou. C'est-à-dire que les Français de souche n'engendrent plus de Français de souche. Ils sont en train d'engendrer des Américains, des Européens, des Français dégradés, des Français consuméristes, des consommateurs, des citoyens du monde, des véganes. Et vous avez le peuple immigré qui engendre des immigrés, pas des Français. Tu as la panne de tous les moteurs qui fabriquaient des Français. Le moteur de la France de souche, l'utérus des Françaises et l'éducation française. On l'a arrêté au profit de l'américanisation, des réseaux sociaux et de l'Europe. Et tu as le grand remplacement qui fabrique effectivement des citoyens nouveaux en France. Donc en France aujourd'hui, il y a une troisième révolution qui fabrique des étrangers. Eh bien, c'est la mort de la France qui est en jeu. Voilà, donc ce n'est pas un énième livre sur le déclin, c'est autre chose. C'est un livre sur le changement de l'ADN. Le changement de l'ADN, c'est-à-dire du sang, au sens littéral, l'ADN des gens, et le changement de leur comportement, de leur culture. C'est la naissance d'une nouvelle civilisation, qui malheureusement ne sera pas aussi belle que la civilisation française. Si vous voulez vous en convaincre, regardez TPMP. Ce livre aurait pu s'appeler TPMP, Bienvenue chez Hanouna, parce que sur TPMP, vous avez l'argument de ce livre. Vous avez des Français de souche et des immigrés, et tous sont étrangers. Car tu es déjà dans une nouvelle humanité, une nouvelle civilisation, des nouveaux Français qui n'ont rien à voir avec les Français tels que nous les connaissons. Voilà. Tout à fait, Anne Moui, l'anéantissement de l'esprit français, bien sûr, par certains Français, bien sûr, parce que je signale que BHL n'est pas algérien. Attali n'est pas tchétchène. Alain Minc n'est pas marocain. Voilà, parce que ce seraient des étrangers, on dirait, ouais. Non, ce n'est pas des immigrés, c'est la France qui se tue elle-même. Euh, Autant on nous dit qu'il y a eu plusieurs Algéries, notamment le sud algérien, qui n'étaient pas tenus par les Algériens. Oui, bien sûr. J'en parle dans le livre sur la colonisation. Hein. J'ai 300 pages, c'est bien, tu verras, c'est bien détaillé. Je ne fais pas le procès de la France en Algérie. Je dis tout simplement qu'il faut que ça ne pouvait pas bien se passer, vu le choc
qu'a été l'entrée de la France en Algérie, la manière avec laquelle la France a conquis l'Algérie. C'est sa première grande colonie aussi. Hein. Et la France n'avait pas de technique de conquête. L'IOT, c'est beaucoup plus tard. L'IOT, c'est l'homme du XXe siècle, l'IOT. Ceux qui ont conquis l'Algérie, ce sont les copains de Napoléon, Bugeaud. Ce sont des gens qui coupaient les têtes pour un oui ou pour un non. Ce sont les gens qui ont massacré les Espagnols à Madrid. C'était ça, Bugeaud. C'était les gens de la campagne de Russie. Ce n'étaient pas des gentils. Rappelez-vous, hein, Kléber, en 1798, il a été assassiné, je crois, par un Égyptien. D'accord? Qu'a fait l'armée d'Égypte, de Napoléon? Elle a pris l'Égyptien, alors éloigné les enfants. Et je vous raconte ça parce que c'est pour vous dire l'esprit de l'époque. Ils ont pris l'Égyptien, ils lui ont brûlé le poignet avec lequel il a tué, il a empoigné le couteau qui a tué Kléber. Ils lui ont brûlé, vif évidemment, jusqu'à l'os. Alors imaginez ce que c'est que de brûler la main de quelqu'un jusqu'à atteindre l'os. Après, ils l'ont écartelé. C'est cette génération-là qui, 30 ans plus tard, devenue général ou colonel, a envahi l'Algérie. Donc de ça, on ne peut pas en sortir avec... on ne peut pas faire une colonie heureuse. Voilà, tu crées des traumatismes. Et la gestion de la colonie aussi a été faite d'une manière extrêmement clientéliste, c'est-à-dire que la gauche, le livre le dit, qui a foiré l'Algérie? La gauche. Parce que la gauche, elle avait le choix entre s'occuper des musulmans ou pas. Qu'a fait la gauche? Jules Ferry, Jaurès, hein, les grands-parents de M. Mélenchon, de M. Olivier Faure et M. Badinter. La gauche, elle a dit non, on ne va pas s'occuper des Algériens. On va s'occuper des pieds noirs. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de budget pour l'éducation des Algériens. Il n'y avait pas de budget pour l'irrigation des Algériens. Ce qui fait qu'on a pris des terres algériennes, on les a données aux pieds noirs pour qu'ils fassent des fermes et du vignoble, des vignobles. Parce que les pieds noirs votaient, ils étaient français. Ils votaient à gauche. On nous dit les pieds noirs, ce n'est pas la droite. Les pieds noirs sont devenus à droite très tard. Mais les pieds noirs, c'était à gauche. C'était le cœur de l'électorat républicain. Les pieds noirs détestaient l'armée française, je dis bien. Les pieds noirs du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, et ils détestaient l'armée. Parce que l'armée les empêchait de prendre des terres algériennes. L'armée était pro-musulmane. Pas parce qu'elle aimait les musulmans, non, parce que l'armée, elle disait aux pieds noirs, ne déconnez pas, ne provoquez pas les Algériens parce qu'on ne veut pas avoir une guerre civile. On ne veut pas avoir à les reconquérir à nouveau. On a mis 70 ans à les conquérir. Ne provoquez pas de casus belli pour que la Kabylie se soulève à nouveau. Parce que c'est nous qui allons mourir, pas vous. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir en France en 1871, quand Napoléon III est parti, l'empereur, l'armée a été enlevée d'Algérie, au sens figuré. L'armée a perdu le pouvoir et c'est les civils qui ont pris le pouvoir, des civils de gauche, et qui ont dit à l'armée, rentre dans tes casernes, on va prendre les terres des Algériens. Et ça a donné les germes du FLN, parce que là, les Algériens ont eu la rage, ils ont été refoulés dans les montagnes, dans le désert, dans les hauts plateaux, et ils ont, comment on dit en bon français, ils ont mûri leur haine dans leur coin. Ils ont mijoté. Au lieu de les avoir avec les Français, au lieu de les intégrer, au lieu du moins de les contrôler, comment on dit en bon français, ton ennemi, il vaut mieux l'avoir près de toi. Non, nous, on a mis l'ennemi loin. D'ailleurs, on n'a pas fait de... Ce n'était pas forcément des ennemis. Beaucoup avaient accepté la France. Mais la France, dans son coin, à Oran, à Alger, au casino d'Alger, à Constantine, le littoral. Eux, ils voulaient garder leur terre collective, du Djurdjura, de Kabylie, de tel et tout ça. On en a fait des ennemis. On leur prend leur terre, sans les indemniser évidemment, en violant leurs femmes et autres. Et puis après, l'ennemi, on l'a éloigné. Ben, qu'est-ce qu'il a fait l'ennemi? À la première occasion, après la Seconde Guerre mondiale, quand il a appris à se battre, grâce à la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'Algériens qui ont participé à la libération de l'Europe. Ils étaient armés, puis ils ont été déniaisés, ils ont compris qu'on pouvait gagner, qu'ils pouvaient, eux, des Arabes et des Kabyles, gagner des guerres. Ben, ils se sont dit, bah,
le moment est venu de faire la peau aux Français. Voilà, c'est ce que dit dans le livre, entre autres. La France a fait l'Allemagne et l'Angleterre a fait. Et l'Angleterre aussi. Ben, l'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné. Qui a mal tourné. Rappelez-vous de l'Empire plantagenet, tout ça. Voilà. Bon, je ne vais pas vous retenir plus que ça. Encore une fois, je me suis trompé dans l'horaire. Je suis ému aujourd'hui. Hein. Je m'attendais à ce que Bolsonaro soit à la hauteur de l'histoire. Malheureusement, il nous a abandonnés. Et il a abandonné surtout les Brésiliens qui faisaient le camp qui campaient devant les casernes. Mais je ne lui en veux pas trop. Ce n'est qu'un être humain. Il a fait une partie du boulot. Et maintenant, c'est aux Brésiliens de continuer le boulot. Que Dieu nous aide et aide la France aussi. Meilleurs vœux. Merci LSM. La Versaillaise. Merci beaucoup. Nouche, merci. Linette, salut. Alors, Miguel me propose d'écrire un roman sur l'immigration libanaise au Brésil. Tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. Je ne sais pas s'il faut un roman ou une étude ou un essai, mais tu n'es pas le premier à m'en parler. Parce qu'il faut le faire, je pense qu'il faut le faire en portugais. Alors, juste pour rigoler quand même, il y a une question de mouton sur le Maroc. Je vais répondre tout de suite. Mais alors, pour rigoler quand même, sur les Libanais du Brésil. Alors déjà, deux remarques. Enfin, une remarque et une anecdote. La première remarque, c'est que l'immigration arabe au Brésil a réussi. L'immigration arabe au Brésil est une réussite. Pour le coup, c'est une chance pour le Brésil. Les Libanais ont donné des présidents au Brésil, des présidents à l'Argentine, ils ont donné des ministres, des maires, des gouverneurs, de gauche comme de droite. Une immigration qui a réussi et qui prouve que le problème, ce n'est pas l'islam. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un conflit religieux entre les communautés, mais certaines communautés, notamment les communautés syriennes et libanaises qui sont présentes au Brésil, arrivent à mettre leur islam en second plan et à s'assimiler. Ce que n'arrive pas à faire apparemment une partie des diasporas maghrébines et africaines. Ce qu'on dit l'islam, 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 attention, je dis, vous n'entendez pas parler des Libanais de France. Moi, je ne connais pas de gang de Libanais de France. Vous me direz, hein, je ne connais pas de gang syrien en France. Vous me direz s'il y en a. Le Bataclan, tout ça, je ne suis pas au courant. Peut-être qu'il y a eu des Syriens quand même, hein, des Syriennes de Syrie, hein, à vérifier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que le facteur religieux, il y a toute une civilisation. Et la civilisation libanaise, syrienne, en fait, le Liban et la Syrie, c'est la même chose. Hein. Enfin, on en a parlé au début, le Liban est une création française. Cette civilisation-là, c'est une civilisation de transition entre deux mondes, entre le désert et la Méditerranée. C'est ça la Syrie et le Liban. C'est la frontière, donc le comptoir commercial. Donc, ces gens très flexibles, très bons en langue et des commerçants. Et ils ont réussi ça au Brésil, qui est un pays c'est une frontière à lui tout seul entre le monde portugais, le monde indien, amérindien, entre les Amériques et l'Europe. C'est un pays de commerçants. C'est un pays où il faut être très flexible parce que tout change tout de suite, notamment le taux de change, les taux bancaires, les gouvernements, les coups d'État et tout ça. Et les Libanais ont maximisé leur potentiel au Brésil. Je pense qu'ils ont réussi au Brésil plus que ce qu'ils n'ont réussi aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est déjà le monde ouest protestant. C'est un monde où il faut être rigoureux. C'est un monde pour les premiers de la classe. Le Brésil n'est pas fait pour les premiers de la classe. Le Brésil est fait pour les plus malins et les plus adaptables. C'est les Libanais et les Syriens. Après, on pose la question derrière sur l'immigration africaine au Brésil. On nous dit les esclaves, tout ça. Bien sûr, il y a eu le traumatisme de l'esclavage. Mais expliquez-moi pourquoi les statistiques montrent que les Libanais qui sont arrivés une main devant, une main derrière en 1920-30 au Brésil ont gouverné le pays. Ils ont donné des présidents, enfin des ministres, un président, M. Temer, Michel Temer, Michel Temer, un Libanais.
pourquoi ils ont prospéré et pas les Noirs? C'est une question à se poser. Et sans malice et sans racisme réel ou couvert. Pourquoi? C'est une question d'adaptation. Ils ont maximisé leur potentiel par rapport à l'environnement brésilien. Et il faut voir il faut expliquer dans les cultures noires du Brésil qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Parce qu'il n'y a pas de malédiction génétique. C'est juste une culture à changer. Et ce victimisme qu'on est en train d'apprendre aux Noirs brésiliens dans la lignée de Papendia et des indigénistes américains, ce victimisme-là n'est pas une chance. On est en train de leur apprendre à ne pas se prendre en charge et à ne pas changer. On est en train de les convaincre qu'ils sont des victimes. Donc ne change pas. Non, ils doivent changer. Parce qu'ils méritent le succès qu'ont eu les Syriens du Brésil, les Brésiliens du Brésil, les Libanais du Brésil, les Coréens du Brésil. Pour voir les fortunes qu'ont fait les Coréens du Brésil ou les Chinois du Brésil venus il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vous savez, aujourd'hui à Sao Paulo, il y a beaucoup d'attaques à main armée ou d'enlèvements de Coréens. Parce que les bandits savent qu'ils ont réussi. Les Coréens aussi peuvent dire qu'ils sont victimes de racisme parce qu'ils sont visés ethniquement. Les Coréens, avant eux les Japonais, les Chinois sont visés régulièrement par les bandits parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont réussi. Il faut expliquer pourquoi quelqu'un qui est au Brésil depuis 500 ans, qui est catholique, qui connaît le pays, qui est reconnu comme brésilien, ne réussit pas alors que tu prends un Iranien ou un Syrien. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des peuples, je vais dire, d'élite. Enfin, c'est pas l'allemand ou le russe. Si je vous disais, les Allemands du Brésil ont bien marché, ont réussi, vous allez me dire, oui, bon, c'est un grand peuple. Là, je te dis, c'est les Syriens. Tu vois, c'est pas la Syrie, c'est pas la Silicon Valley. Vous me direz si je me trompe. Ça marche. Et il marche ici. Parce que c'est une question de réalisme. Ils ont compris comment fonctionne le pays et ils ont joué toutes leurs cartes. Là, on oblige les Noirs du Brésil, on les maintient dans une prison mentale qui les empêche de jouer toutes leurs cartes. Ils méritent, autant que les Syriens ou les Japonais du Brésil, la réussite totale. Mais là, on leur dit non, ne changez rien, attendez que Lula vous donne des quotas. Ben, ouais, c'est parti. Je vous rassure, les Syriens du Brésil ne demandent pas de quotas. Ils prennent les postes. Vous savez qu'à la faculté Brésil, dans les grandes écoles brésiliennes, vous savez, quand vous gagnez, quand vous êtes retenu dans l'équivalent brésilien de Polytechnique, vous savez qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que vos parents vous disent, votre famille vous disent? Quand tu es retenu à l'équivalent de Centrale ou de Polytechnique ou de HEC au Brésil, vous savez ce qu'ils vous disent? Ah, tu as tué ton japonais. Parce que les Japonais sont tellement bons qu'ils prennent tous les postes dans les grandes écoles. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons qu'ils prennent tous les postes. Et donc, ils laissent peu de postes aux Brésiliens, on va dire, de souche. Et il n'y a pas de quota pour les Japonais. Les Japonais, ils comprennent les règles du jeu, le concours, les notes, les pondérations des notes, les matières qu'il faut bosser, ils bossent. Et ils excellent. Contrairement, ils n'ont pas besoin de quota. Ils n'arrivent pas en disant oui, je suis une minorité, ce qu'ils sont. Je suis arrivé au Brésil, une main devant, une main derrière, ce qui est vrai. Donnez-moi un poste de professeur à la Polytechnique ou donnez-moi des places réservées au concours. Non, les Noirs, on les a convaincus qu'ils sont incapables de gagner le concours par eux-mêmes. Eh bien, ce n'est pas un service rendu. Voilà. Donc, je voulais raconter une anecdote sur les Syriens du Brésil, rapidement. Comme dans toutes les diasporas, est arrivé le premier, tout seul, après il a ramené sa femme, après il a ramené ses frères et ses sœurs. Et puis les parents. Pourquoi les parents arrivent derrière et les grands-parents? Parce que ce ne sont pas des gens qui produisent. Donc, tu sont des charges, ça coûte cher. Ils ont besoin de soins. Donc, on les amène quand on est sûr qu'on va rester. On les amène au pays quand on est sûr qu'on a une chambre pour eux et des conditions dignes, parce qu'ils vont coûter cher et puis il faut qu'ils soient bien installés. Et puis, on est sûr aussi qu'ils vont mourir vite. Donc, quand on est sûr qu'on va les enterrer au Brésil, donc ça veut dire quand on est sûr qu'on va s'assimiler. Vous voyez que l'assimilation ne marche pas en France quand vous voyez que les gens se font enterrer au Maroc, et pas en France. Zemmour l'a dit, il a raison. Il a raison. Le jour où les gens se feront enterrer en France, là, vous aurez peut-être un début d'assimilation. Donc,
est arrivé un frère, disons de Alep, il a monté une boîte de tissus à Sao Paulo. Et il amène son frère quelques années plus tard. Il devient son associé. D'accord. Disons qu'il s'appelle Samir et le deuxième s'appelle Jamil. Jamil et Samir. Jamil, il avait une femme, Jamila, très jolie. Coucou Emmanuel. Donc, le frère qui arrive, le deuxième, il amène sa femme très belle. Elle tombe amoureuse de l'autre frère. Adultère. Il décide de se débarrasser du mari cocu. Samir tue Jamil. Il le tue. On est en 1915-16. Et il se débarrasse du corps de la manière suivante. Il le découpe, il le met dans un baoul, dans une caisse en bois, et il l'exporte vers la Sicile par bateau. Donc, il appelle un coursier. On est en 1915, c'est dire le développement du Brésil à l'époque. Tu as un coursier qui arrive, un cocher, cheval, il prend la caisse, il prend la description, c'est écrit dessus, hein, pour la douane, tissu pour le marché de Palerme, le commerçant XYZ. Ça prend le train vers Santos, 1 heure de train, c'est dispatché dans un bateau et puis ça part vers la Sicile. La providence divine s'est manifestée et il y a eu une tempête et puis la caisse est tombée et on a vu qu'il y avait un corps dedans. Voilà. Ça s'appelle le crime de la place de la C. Place de la C. Bon. Ça, c'est les histoires de diaspora. Hein. Il y a plein de choses qui se passent dans des diasporas et pas que du positif. Dans cette place de la C, il y avait c'est un haut point de la prostitution à ce jour aujourd'hui. La place de la C, c'est la place de l'hôtel de ville, si vous voulez, à Sao Paulo. C'est le kilomètre zéro, hein, c'est le point central. C'est le point à partir duquel on calcule les distances. Et à l'époque, les prostituées étaient françaises ou polonaises. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, il y avait une rue là-dedans qui était la rue des Françaises. Bon. Paris était un bordel à ciel ouvert, hein, au 19e. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont fait un point d'étape pour leurs officiers dans des bordels spécialisés. Et la France, vexée en 1945, elle a interdit les maisons closes. On a fermé les maisons closes pour effacer le stigmate des bordels militaires allemands. Parce que les Allemands, un peuple qui a plein de défauts, mais qui est organisé, on ne peut pas lui enlever, ils ont défini des bordels pour les officiers et les sous-officiers et pour les soldats. Ils n'avaient pas le droit de se fréquenter l'un à l'autre. Ils ne payaient pas en francs ou en or ou en marques, je ne sais plus quelle était la monnaie, ils payaient en voucher, en bons. Et les prostituées, à la fin du mois, allaient à un service spécialisé de l'armée allemande, l'armée d'occupation, elles convertissaient les bons en argent. Ça a évité les crics et les vols dans les bordels. Et puis, il y avait un contrôle hygiénique très pointu. Chaque fille avait son QR code, n'est-ce pas, monsieur Véran, pour savoir son état de santé, pour éviter les maladies vénériennes. Et en 1945, dans l'épuration, on s'est vengé du monde de la nuit parisien, enfin des prostituées, des maisons closes, en les fermant, qui, à mon humble avis, est une grande bêtise, mais là, ce n'est pas mon domaine et je ne voudrais pas me lancer là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a une question sur le Maroc. Quels sont les pouvoirs du roi et du Parlement exactement? Est-ce que nous avons des hauts fonctionnaires non élus qui jouent un rôle important ou des hommes d'affaires? Alors, sur le Maroc, comment le dire? Comment le dire sans aller en tôle? Au Maroc, le dernier mot appartient au roi sur toutes les questions. Toutes les questions. Les grandes réformes comme les petites réformes. Cela dit, il y a un gouvernement qui est composé de ministres et qui dispose de la légitimité des élections. Il y a un parlement. Le gouvernement est adoubé par le parlement.
les élections sont propres. Ce gouvernement applique les orientations royales. Donc le gouvernement ne prend pas beaucoup d'initiatives, il applique les orientations du roi. Le roi lui dit développer l'énergie solaire, le gouvernement va déployer une politique solaire et il sera jugé par le roi, il lui rendra compte. Le roi dit au gouvernement traitez mieux les Marocains de l'étranger, parce que nous avons des problèmes avec certains consulats, des choses comme ça. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères marocain va s'exécuter. Et s'il y a un Marocain de l'étranger qui se plaint au roi, ben, le roi demandera des comptes au gouvernement. Ça se passe comme ça. Le roi demande l'amélioration de la condition féminine dans le code de la famille. Le gouvernement lui propose une nouvelle mouture du code de la famille. Ça marche comme ça. Le Parlement, je le dis comme je le pense, ne sert à rien. C'est un moyen, alors, techniquement, il permet aux oligarques, tu as parlé des hommes d'affaires, le Parlement permet aux hommes d'affaires d'avoir leur mot à dire. Je vous disais, le roi a le dernier mot, mais il y a des lobbies comme dans tous les pays. La France est le pays des lobbies. Hein. Vous avez inventé les francs-maçons, enfin, pas vous, les Allemands, mais bon, vous êtes le pays des francs-maçons, des lobbies catholiques, des lobbies gays. Voilà. Vous n'allez pas nous faire la leçon. Je vous le dis gentiment, on est entre nous. Mais au Maroc, nous avons aussi nos lobbies. Vous avez des oligarques qui se font élire ou font élire des députés ou des sénateurs, on appelle ça des conseillers chez nous, qui proposent des lois. Ces lois qui donnent aux oligarques des marchés publics ou leur enlèvent des impôts, allègent leurs impôts ou leur créent des opportunités. Par exemple, le code de la route. Le Parlement, un beau jour, décide qu'il y a trop de Marocains qui meurent victimes des accidents de la route. Il fait une loi, ou un projet de loi, qui dit qu'il faut qu'il y ait un radar tous les 100 km. Le gouvernement, qui a coquiné avec le Parlement, parce qu'il émane de lui, enfin, il a été adoubé par lui, il dit « Ok, c'est bon ». Et là, tu as les oligarques qui sont au courant du projet de loi depuis des années. Hein. C'est eux qui l'ont écrit. Hein. C'est eux qui l'ont donné aux parlementaires. Eux, ils sont déjà dans les starting blocks, ils ont déjà négocié les contrats d'importation des radars depuis l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud. Boum. Tu as, par exemple, je ne sais pas moi, les oligarques de l'agriculture. Bien, ils ne veulent pas payer leurs investissements en irrigation. Eh bien, ils vont au Parlement et ils disent il faut que le gouvernement, ils font un projet de loi, les parlementaires font pour eux un projet de loi sur mesure qui dit que le crédit agricole, je dis n'importe quoi, le crédit agricole, qui est une banque publique, me semble-t-il, à vérifier, doit absolument subventionner tous les projets d'irrigation. Le gouvernement dit OK, les oligarques, ils passent commande et c'est Bibi, mes impôts qui payent l'irrigation des grands oligarques qui exportent des pastèques vers le Dubaï ou des fruits exotiques vers l'Angleterre. Ça marche comme ça. Donc, nous avons un système politique qui marche parce qu'il est stable, qui est prévisible parce que le dernier mot est au roi. Donc, même si le Parlement, le gouvernement disent des choses, on sait que c'est le roi qui gouverne, donc on est tranquille. Et le roi est quelqu'un de très bien. Nous avons des hauts fonctionnaires. Qui ont un pouvoir évidemment d'exécution. Et dans l'exécution, tu peux avoir un pouvoir de nuisance, comme un pouvoir d'impulsion, un levier. Hein. Tu sais, quand une administration ne veut pas appliquer une loi, elle ne l'applique pas. Hein. Tu as beau taper du poing sur la table. Tous ceux qui ont travaillé comme Emmanuel dans l'administration publique ou comme moi dans le privé des grands groupes multinationaux savent que les grands directeurs, ils peuvent te planter une stratégie s'ils ne veulent pas l'appliquer. Et ils trouvent toujours des excuses. Hein. Et donc, tu as des hauts fonctionnaires qui ont un pouvoir de nuisance ou pour accélérer les politiques selon leur bon goût ou leur lobby. Eux aussi, ils sont organisés en lobby.
Mais là, la France, c'est pareil. Chez vous, vous avez les énarques, les polytechniciens, les francs-maçons, les gays, les macroniens, les gauchistes, vous êtes comme nous, hein. Euh, et nous avons maintenant de plus en plus des hauts fonctionnaires oligarques. Je ne citerai pas de nom pour ne pas avoir de procès, mais le Maroc est un des rares pays au monde où tu as des hauts fonctionnaires qui ont plusieurs casquettes. C'est-à-dire que le type, il s'occupe, je dis n'importe quoi, juste pour brouiller les pistes. S'occupe des ports, hein, il s'occupe des ports. Le directeur des ports, dans un pays comme la France, est un grand monsieur, hein, le directeur. Mais en même temps, il s'occupe de. En même temps, il est milliardaire. En même temps. Le conflit d'intérêts, chez nous, on ne connaît pas. Il est milliardaire dans le domaine de la logistique portuaire, hein, il n'y a pas de. Et en même temps, il est patron d'un club de foot. Le premier club de foot, le champion de la Ligue marocaine. C'est ce que j'appelle, moi, des Einstein. Des gens capables de travailler 3 journées en une seule. Ils travaillent comme fonctionnaires, un grand poste, très opérationnel, hein, où il n'y a que des emmerdes toute la journée. Il est milliardaire de ses propres affaires et il est en plus patron d'un club de foot, d'un club de surf, patron d'un grand festival musical, de cinéma. Voilà, voilà ce que je veux dire. On commence à avoir des hauts fonctionnaires un peu rogues, un peu voyous. Pierre-Alain, le roi est prévisible. Ah oui, prévisible. Ah, je ne parle pas de la France. Non, non, je ne parle pas de la France. Macron n'est pas. Non, et Macron est prévisible, sauf que Macron est prévisible pour le mal. Tout ce qui fait mal à la France, Macron va le faire. Le roi du Maroc défend les intérêts du Maroc. Après, je conçois que les Français, les Espagnols, les Algériens, les Américains, les Russes n'apprécient pas ces décisions. C'est la logique des intérêts entre les nations. C'est ça. Hein. Il ne faut pas. Certaines unanimités sont suspectes, ne sont pas bonnes. Je dis, voilà, je ne parle pas de la France. Les cimetières sont vandalisés. Bah, au Maroc aussi, ils sont vandalisés. Enfin, au Maroc, les cimetières de naissance sont vandalisés parce que nous n'avons pas de cimetière au sens français du terme. Nos cimetières sont des espèces de dépotoirs, de détritus et d'ossements. Dans mon livre, j'en parle. Hein, dans Mon père le Maroc et moi, je raconte dans quel état j'ai trouvé et se trouve encore aujourd'hui le cimetière où mon père est enterré. C'est juste une honte. C'est juste une honte. Le cimetière est à Rabat et j'assume mes dires. Hein, je le dis déjà aux autorités compétentes. Hein, c'est une honte ce cimetière. Et vous allez, si vous ne faites rien, c'est Dieu qui vous demandera des comptes. C'est pas normal qu'un cimetière de musulmans soit dans un état pareil. C'est une honte. Scorpions, détritus, bouteilles d'eau vide, bris de verre, toilettes bouchées, absence totale de passage piéton. Tu es obligé de marcher, d'enjamber des tombes pour te rendre à la tombe de ton être aimé. Enfin, c'est juste. Pas d'arrosage, horaires impossibles. Moi, c'est le premier ou deuxième chapitre de mon livre. Mon père, le Maroc et moi. Chez l'artilleur. Bon, les amis, je vais devoir vous quitter. Achetez des livres en précommande. Ça fera plaisir aux éditeurs et à moi-même. Et rendez-vous bientôt en France pour le lancement, parce que tout ça, il faudra en parler auprès de nos amis journalistes. Allez, ciao et bonne année.